Bonjour madame, je voudrais tout d'abord vous remercier de m'avoir associé à cette conférence en tant que modérateur de ce thème extrêmement important, particulièrement au Maroc au cours de ces dernières années. Et on va voir et on va expliquer tout à l'heure pourquoi justement depuis particulièrement ces quelques dernières années. Il s'agit comme vous l'avez dit, de la continuité dans le cycle des conférences, tout ce qui concerne la transformation des politiques sociales dans le contexte africain, et particulièrement pour nous aussi aujourd'hui concernant le Maroc. Nous avons l'honneur et le privilège d'avoir comme invité et comme conférencier M. Mohamed Fadda, qui est maître de conférence à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales relevant de l'université Abdelmalek Saadi de Tétouan, qui est docteur en droit public à l'université Hassan de Casablanca et donc membre du laboratoire de recherche sur les questions politiques, juridiques et de développement. Avec beaucoup de travaux dans les champs disciplinaires qui relèvent plutôt de la fiscalité, les finances publiques et les politiques publiques et du management. Donc, il va nous exposer, nous éclairer aujourd'hui sur cette évolution historique et cette contextualisation depuis des décennies, depuis pratiquement l'indépendance du Maroc en 1955, de l'évolution qui est quand même très intéressante, l'évolution des politiques sociales au Maroc, avec je vais le préciser tout à l'heure, avec 3 ou 4 sous-périodes extrêmement intéressantes. Donc, à vous la parole, monsieur le professeur. Merci, monsieur le président. Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez, oui. C'est bien? Oui. Non. Maintenant, vous devez m'écouter. donc, je plaide coupable à toutes les qualifications que vous avez annoncées à mon égard, cher professeur, et merci pour cette belle présentation. Et je vous remercie également d'avoir accepté la modération de cette conférence qui va porter sur comme vous avez déjà mentionné, sur une question extrêmement importante, à savoir la question de l'État social au Maroc, sans une approche purement historique. Mes remerciements vont aussi à notre cher professeur Issa pour son engagement indéfectible vis-à-vis de la recherche scientifique et pour votre invitation, cher professeur. Donc, le sujet qui nous réunit aujourd'hui, c'est l'État social selon une approche historique, genèse, des mutations, les ruptures, aussi dans ce processus de l'édification de l'État social au Maroc, et pour voir aussi les enseignements qu'on peut tirer de cette expérience. Donc, la pédagogie l'exige en tant que professeur. Donc, je commencerai par la définition du concept clé, à savoir c'est quoi un État social. Donc, tout le monde aujourd'hui parle de l'État social. C'est un concept pléniasme, ça veut dire plunastique, c'est-à-dire sur toutes les lèvres, surtout les responsables politiques aujourd'hui qui sont devenus au jour au lendemain interventionnistes, souverainistes. Après, bien sûr, après, ils ont défendu des années la doxa libérale. Donc, l'État social, c'est comme il a dit Balzac, d'une façon simple et non simpliste, c'est un modèle d'organisation politique et sociale dans lequel l'État intervient activement pour garantir la protection sociale des citoyens. Sauf que ces définitions, ça veut dire, nous, parce que j'étais dernièrement même invité à une conférence à la MAP, où on a traité cette question purement de la définition de l'État social. Parce que sincèrement, nous n'avons pas une définition consensuelle sur l'État social. Pour plusieurs raisons. Donc, je ne vais pas bien sûr deep diver là-dessus parce que cela nécessite des heures et des heures. Mais je vais tout simplement parler de 3 caractéristiques qui caractérisent l'État social dans son champ disciplinaire. Premièrement, c'est un concept, comme je vous ai dit tout à l'heure, polysémique, ça veut dire nous assistons à une pluralité des définitions
de l'État social. D'ailleurs, même historiquement parlant, il y avait deux systèmes majeurs. Il y avait le système de Bismarck, le système allemand qui se base sur une approche purement assurantielle, qui se base sur l'assurance comme mode de protection sociale. Et il y avait le modèle de Billbridge, le grand penseur britannique, qui se base sur une approche purement assistentielle. C'est-à-dire, on va venir en aide à la population nécessiteuse, en se basant comme mode de financement, par exemple, sur l'impôt. Même si la question de financement, on a besoin d'une autre conférence et on souhaite davantage voir quelles sont les modalités pour financer un État social. La deuxième caractéristique, elle est pléonastique, c'est-à-dire c'est un concept sur toutes les lèvres aujourd'hui. Tout le monde parlait de l'État social, même les qui sont à l'avant-garde, les avant-gardistes du système libéral. Aujourd'hui, on parle de l'État, c'est-à-dire de l'État social, welfare state, en anglais, en arabe, Dawla al-Ijtimaiya. Donc voilà que tout le monde devient au jour au lendemain souverainiste, interventionniste, sachant que juste un peu du temps, tout le monde était, c'est-à-dire libéraux. Troisième caractéristique, et je reviendrai juste, on va éclairer le champ de l'évolution de notre État social au Maroc, c'est un concept qui est oxymorique aussi. Oxymorique dans la mesure où parfois nous avons une double mesure. Par exemple, dans un État libéral, comment on va instaurer un État social? Et ça, c'est purement une question d'ordre idéologique, d'ordre de paradigme. Donc, maintenant, qu'en est-il au Maroc? J'ai adopté une approche chronologique visant à retracer les principales étapes ayant marqué l'évolution de l'État social au Maroc. Donc, cette approche, je pense, permet d'aborder la question en trois grandes périodes, comme vous avez déjà évoqué, cher professeur. Je vais commencer dans un premier temps après la période pré-protectorale, avant protectorat, la période protectorale et la période post-protectorale, dans le but de mieux comprendre les dynamiques historiques, institutionnelles et politiques qui ont façonné ce processus. Donc, l'État social au Maroc, je peux avancer dès maintenant, c'est le fruit d'une évolution longue, marquée par des ruptures, par des continuités, par des réinventions successives. Donc, on ne peut pas parler d'un modèle figé, mais plutôt d'un processus de construction graduelle, où l'État marocain, au fil du temps, a renforcé son rôle de garant de la cohésion sociale. Maintenant, la période, je vais commencer par la première période, pour ne pas dépasser le temps qu'on est imparti à ce niveau, parce que je pense que j'ai 30 minutes, n'est-ce pas, cher professeur? D'accord, merci. Donc, historiquement parlant, les solidarités au Maroc étaient assurées par des structures religieuses et communautaires comme le Waqf ou la Zakat. Le Waqf, le Houbous, qui est le ministère des Affaires islamiques au Maroc. C'est quoi le Waqf? Le Waqf, c'est tout simplement, c'est une donation pieuse par laquelle une personne consacre un bien généralement immobilier à une cause d'intérêt général. Par exemple, mosquée, une école, hôpital ou assistance aux pauvres. Donc, en interdisant sa vente et sa transmission au son héritage. Le deuxième outil, c'était le zakat. Le zakat est considéré dans la religion islamique comme étant, c'est comme un impôt obligatoire, c'est-à-dire encadré par la charia, et permettait une redistribution de richesses à des fins caritatives. Donc, je peux vous dire que ces mécanismes, bien qu'ancêtres de la solidarité institutionnelle, n'étaient pas adossés à un État central fort. Donc, ils traduisaient une solidarité religieuse, communautaire, mais non encore un État social au sens moderne, basé sur des droits universels garantis par l'administration publique. C'était tout simplement des pratiques, bien sûr, des pratiques caritatives en faveur de la population nécessiteuse, sans oublier pour autant les tribus, les zaouïas, les confréries, assuraient une forme de sécurité sociale, mais informe.
La deuxième période, c'est la période du protectorat. Cette période, le protectorat, bien sûr, français, introduit une administration rationalisée et centralisée, mettant en place les premiers instruments modernes de gestion publique. Donc, le protectorat français introduit une, une administration urbaine tournée vers l'ordre public et l'exploitation économique. Et pour la première fois, on va assister au Maroc à des hôpitaux publics, à des écoles franco-musulmanes, à des infrastructures, premier régime de retraite et d'assurance sociale pour les fonctionnaires et colons. Mais ça veut dire ça veut dire ces mesures, l'ensemble de ces décisions prises par le protectorat français a été davantage orienté vers les colons. Ça veut dire une sorte de discrimination vis-à-vis tout simplement de la population autochtone. Mais cette période a été marquée par un dispositif très important. C'est que la création de la caisse de compensation en 1941. La caisse de compensation, j'y reviendrai par la suite parce que il va jouer un rôle très très important dans ce processus d'achèvement et d'édification de l'État social, a pour but de stabiliser les prix de denrées essentielles durant surtout la Seconde Guerre mondiale. Cette caisse sera maintenue, renforcée par l'État marocain, même après l'indépendance. Donc, je peux vous dire que ce système s'inscrit dans une logique de justice sociale indirecte. Il ne repose pas sur le versement des prestations sociales ciblées, sur une politique de prix administrée, bénéficiant à l'ensemble des consommateurs sans distinction de revenus et de statut. Parce que, comme vous le savez, le protectorat, pour encourager les investisseurs français à venir investir au Maroc, on a besoin tout simplement des infrastructures et on a besoin tout simplement de garantir le minimum strict, bien sûr, de mode de vie à la française. Maintenant, je pense que la période la plus importante et la période qui nous intéresse, à savoir c'est cette période après-post-protectorat. L'indépendance ouvre une phase d'étatisation volontariste. Ça, c'est très important. Parce que moi, je considère que la phase 1956, donc j'ai déjà scindé cette période en deux, une première 1976 en 1985 et 1985 à nos jours. Vous allez peut-être me poser la question, et vous avez tout à fait raison, de dire pourquoi 1985, parce qu'il était coïncidé par le plan d'ajustement structurel, malheureusement, qui a été aussi un point de rupture avec les politiques sociales. Donc, l'indépendance ouvre, comme je viens de vous dire, une phase d'étatisation. L'État marocain se dote d'un code du travail en 1959, d'une caisse nationale de sécurité sociale en 1961 et développe les infrastructures éducatives et sanitaires. Donc, je peux vous dire que le social devient un vecteur de légitimation de l'autorité monarchique. Donc, cette période de 1956 à 1985 avait pour objectif deux objectifs à savoir. Le premier, c'est la légitimation de l'autorité monarchique et un deuxième objectif, à savoir, c'est la réponse aux exigences et aux besoins de plus en plus pressants de la population marocaine. Donc, mais le modèle reste étatiste, centralisé, à finalité politique plus que sociale. Il n'y avait pas sincèrement un projet sociétal initié par l'État. Il n'y avait pas des droits garantis par l'État. Et le rôle social de l'État s'affirme dans le discours, mais reste limité malheureusement par les moyens budgétaires et l'idéologie développementaliste. Donc, la crise sociale de 1983, et c'est la deuxième période dans cette époque, c'est que la crise des années 1980 a provoqué un net recul de la fonction sociale de l'État sur l'effet des politiques d'ajustement structurel, qui sont communément connues par le PAS, le programme d'ajustement structurel imposé par
par le Fonds monétaire international. Et sous la pression de la dette et des institutions financières, cette période est marquée par, premièrement, réduction drastique des dépenses publiques, privatisation avec une réduction des subventions, ralentissement de la politique sociale, forte dégradation des services publics, montée des inégalités, émergence d'une société civile, humanitaire, religieuse pour combler le vide laissé. Ces politiques, malheureusement, entraînent une réduction drastique des dépenses sociales. Comme je viens de vous dire, des privatisations massives, une marchandisation de l'accès à la santé, à l'éducation et au logement. Donc, c'est l'ère, si j'ose dire, de recul de l'État social. Le recul de l'État social est patent. Les inégalités territoriales et sociales s'accentuent, tandis que la pauvreté s'installe durablement dans les zones rurales et périurbaines. Donc, il fallut attendre les années 2005. 2005, avec l'Initiative nationale pour le développement humain, c'est l'INDH, été initiée par Sa Majesté le Roi Benoît VI en 2006, pour voir un retour des politiques sociales, mais dans une logique malheureusement de ciblage et non pas de droit universel. Parce que lorsque je parle de l'État social, je suis devant bien sûr des droits universels et non pas une politique de ciblage. Cette phase, malheureusement aussi, cette phase révèle les limites du modèle marocain, incapable de garantir un filet de sécurité face au choc macroéconomique. Donc, le lancement en 2005 de l'Initiative nationale pour le développement humain marque au moins une inflexion majeure fondée sur des principes d'approche participative, de gouvernance territorialisée, du ciblage des populations vulnérables. Cette initiative vise à lutter contre la pauvreté, la précarité, l'exclusion sociale dans les zones urbaines, rurales, à fort déficit et infrastructures de base, et bien sûr les collectivités territoriales qui ont assuré ces tâches de la distribution tout simplement des aides et pour cibler les personnes et les citoyens bien sûr qui peuvent bénéficier de ce type de financement. Donc l'INDH s'impose ainsi comme le pilier central du renouveau de l'action sociale marocaine vers une approche axée sur l'impact local et l'investissement dans le capital. Maintenant, à partir de l'année 2020, entre 2005 et 2020 aussi, plusieurs réformes sectorielles majeures sont mises en œuvre. Il y a le régime d'assistance médicale, RAMED, instauré en 2012, vise à garantir un accès aux soins de santé pour les populations pauvres à travers un mécanisme de gratuité, mais gratuité conditionnelle. Le secteur de l'éducation aussi bénéficie d'un effort de massification de l'accès. Le logement social aussi, structuré par des dispositifs d'incitation fiscale. Et en 2011, la Constitution marocaine, qui va entériner une nouvelle conception de l'État social en consacrant explicitement les droits sociaux fondamentaux, dont le préambule, d'ailleurs, affirme l'attachement du royaume aux droits humains universels. L'article 31, par exemple, engage l'État, les collectivités territoriales et les institutions publiques à garantir l'accès équitable à la santé, à l'éducation, à l'emploi, au logement décent et à la protection sociale. Les articles 34 et 154 et suivants posent les bases de l'équité territoriale, de la bonne gouvernance des services publics, de la lutte contre les vulnérabilités spécifiques, les handicaps, précarité, etc. Et toutefois, le modèle marocain auquel ne s'inscrit pas encore dans la tradition de l'État-providence, au sens strict, par exemple comme le pays scandinave ou le modèle français, mais plutôt dans un modèle hybride en transition, caractérisé par, premièrement, un ciblage géographique et catégoriel, une logique d'efficacité budgétaire et de rationalisation, avec des mécanismes de pilotage axés sur le résultat et l'impact, surtout l'impact mesurable, et une volonté de renforcer la cohésion intersectorielle à travers des réformes intégrées, par exemple, je peux mentionner à ce niveau le registre social unifié qui a permis la généralisation de la protection sociale depuis 2021. Le tournant décisif, c'est la dernière phase de
ce processus, de ce chantier que moi je qualifie sincèrement de chantier de règne, parce qu'il transcende il transcende bien sûr l'exécutif, le pouvoir exécutif. C'est un projet de règne. Le tournant décisif est intervenu avec le discours royal de juillet 2020, annonçant la généralisation de la protection sociale. Le discours marque une étape majeure dans l'histoire de l'État social marocain. Donc, il annonce une réforme systémique de la protection sociale à travers, premièrement, la généralisation de l'assurance maladie, l'AMO, la mise en place d'allocations familiales, l'instauration d'une retraite pour les travailleurs informels et une indemnité chômage aussi élargie. Cette réforme représente une refondation historique de l'État social marocain, dans une optique de modernisation de l'appareil administratif. Cependant, cette ambition se heurte à plusieurs défis. Par exemple, nous avons le défi de la gouvernance, du financement, de l'inclusion du secteur informel, qui représente 30% malheureusement de notre PIB, et la qualité des prestations. Seulement à ce titre, je peux vous dire que, par exemple, le pourcentage de PIB consacré pour le financement de ce chantier de Rennes, c'est 11% de PIB. 11% de PIB marocain qui a été consacré pour le financement de ce chantier de l'État social. Donc, je peux vous dire que l'histoire de l'État social au Maroc témoigne d'un cheminement complexe entre héritage religieux, modernisation post-protectorale, logique néolibérale et refondation monarchique. Aujourd'hui, le royaume semble engagé dans un tournant structurant, articulant justice sociale, soutenabilité économique et légitimité politique. Pour autant, ce projet reste confronté à des défis majeurs. Le premier défi, c'est certes le financement durable, la gouvernance intersectorielle, et d'ailleurs à juste titre, si je vais revenir tout simplement à la déclaration de l'OMS, de l'OMC, l'Organisation mondiale de la santé, qui n'a pas défini directement l'État social, mais il a défini, ça veut dire comment un État peut instaurer la protection sociale. Il a mis en place 6 points, à savoir, le premier point, c'était la qualité du service, les produits, les ressources humaines, la gouvernance, le financement et la qualité de l'information. Malheureusement, le Maroc, il a commencé par le 5e point, à savoir la question de financement. Qualité du service public, inclusion réelle des populations vulnérables. En guise de conclusion, le Maroc est engagé dans une dynamique prometteuse de consolidation d'un État social à sa mesure hybride, progressive, ancré dans sa réalité socio-économique, mais il devra renforcer ses mécanismes de pilotage, de transparence, de participation citoyenne pour réussir ce pari historique. Cher professeur, je vais terminer seulement avec cette... Oui. Allez-y. Vous avez encore quelques minutes. D'accord. Avec ce point de réflexion, c'est que, parce que j'ai fait beaucoup de raccourcis pour aller au point essentiel. Donc, je pense que le mérite majeur de cette réforme, soit au Maroc, soit à l'échelle internationale, ce revirement, si j'ose dire, de paradigme. Parce que il n'y a pas longtemps, tout le monde était souverainiste, était même les pourfendeurs ça veut dire du système libéral. Aujourd'hui, sont devenus des souverainistes, des interventionnistes. Et ça veut dire ils sont en train de plaider pour un État social. Donc, je pense que ce revirement est très important. Ça veut dire aujourd'hui, cette conscience collective à l'échelle internationale, comme étant, on a besoin d'un État. On a besoin, parce qu'au détour d'une crise, nous avons vu comme après la crise de la Covid, on s'est réveillé et on a besoin d'un État, on a besoin d'un service public. Ça veut dire les personnes qui ont défendu moins d'État, plus de marché, ça veut dire que ce paradigme n'est plus valable. Nous avons vu comment l'État a été acculé à chercher les moyens, a été contraint de chercher les moyens pour faire face, bien sûr, à cette crise. Donc, je pense que
ce changement de paradigme qui est très important, ce changement d'idéologie qui est très important, cette conscience collective comme étant aujourd'hui, l'État ne peut se résumer au pouvoir régalien. L'État, ce n'est pas un amoncellement des pouvoirs, si j'ose dire, ça veut dire de sécurité, de la police. Non, l'État, on a besoin d'un État fort, on a besoin d'un État protecteur, on a besoin d'un État capable tout simplement de répondre aux besoins des citoyens. Et si aujourd'hui, même si on parle de l'histoire, mais on parle d'aujourd'hui, parce que nous avons vu comment on a combattu l'État, comment on a dessaisi l'État de ses fonctions. Et aujourd'hui, bien sûr, nous sommes devant une réalité qui exige la présence, la recrudescence, qui exige l'émergence de cet même État. Donc, je pense que c'est ça le point le plus important, à savoir cette question de... Sauf que même, par exemple, toutefois que cette question de la définition de l'État social reste aussi énigmatique. D'ailleurs, Esther Duflo, lauréate du prix Nobel de 2019, qualifie d'ailleurs l'État social comme une... c'est quelque chose d'énigmatique. Ça veut dire, il a dit que c'est une doctrine énigmatique à vocation générique. Ça veut dire, on peut constater, bien sûr, la difficulté de définir un État social et de mettre en place. C'est la raison pour laquelle, dans la conclusion, je vous ai dit que le Maroc a pu opter pour un modèle hybride. Cette hybridation vient davantage d'une vision assurantielle qui se base sur l'assurance à travers la participation des travailleurs et une vision d'aide, ça veut dire assistentielle, à travers les aides directes accordées à la population nécessiteuse. Et je vous remercie, cher professeur, et je remercie bien sûr nos interlocuteurs pour votre écoute. Merci beaucoup. Remercier encore une fois Dr Berada pour cette excellente présentation sur l'historique des politiques sociales au Maroc. Merci. Donc, il nous a vraiment présenté les enjeux, les inflexions, les défis actuels qu'il a présentés dans une périodisation très intéressante. Alors moi, j'ai noté quelques informations très pertinentes, donc issues bien sûr de votre présentation. Après, on fera la synthèse. On attend les questions. Après, on fera la synthèse de votre présentation. Mais moi, vous avez dit que le secteur informel contribuait pour 30% du PIB marocain. Est-ce que j'ai mal compris ou si tel est le cas, moi j'aimerais bien savoir maintenant quelle est la part de ce secteur informel-là dans la structure économique du Maroc. Oui, malheureusement que le secteur informel du Maroc représente une part significative dans l'économie. Ce que je disais représente, ça veut dire que c'est un manque à gagner pour notre économie. Ça veut dire, d'après le Haut-Commissariat au Plan, c'est autour de 30% de notre PIB. Ça veut dire l'intégration de ce secteur informel permet un gain supplémentaire de 30% de notre PIB, sachant que notre PIB, c'est 300 milliards de dollars. Ça veut dire que si on arrive bien sûr à augmenter notre PIB, on peut bien sûr augmenter notre capacité, notre assiette fiscale. Les personnes qui vont contribuer bien sûr dans les différentes caisses, on va même, bien sûr, ça veut dire soulager les caisses. Aujourd'hui, les caisses de retraite, et aujourd'hui aussi, nous avons un vrai débat des caisses de retraite au Maroc. Ça veut dire que moi, je considère que le secteur informel, il a vraiment un rôle à jouer, mais cela nécessite bien sûr une volonté politique, nécessite aussi bien sûr des incitations fiscales, et nécessite aussi, bien sûr, une démarche, une stratégie. On ne va pas, bien sûr, avec un simple geste, on le voit, on va dire, voilà, au secteur informel, venez, vous allez payer de l'impôt et vous allez payer de tête. Donc, je pense que c'est une vision d'ensemble et c'est une stratégie, c'est un projet que l'État doit... Mais surtout, je pense qu'il faut de la volonté politique pour remédier à ce fléau. Merci beaucoup. S'il vous plaît, juste
est-ce que je pourrais ajouter deux petits mots Oui, oui. concernant, par exemple, le cas du secteur informel? Je dirais d'abord que, en tant qu'économiste, donc, par définition, c'est un secteur informel, donc automatiquement, ce sont des estimations et c'est des prévisions parfois, donc il est impossible de connaître exactement la contribution de ce secteur au produit intérieur brut national, qui est de 1400 milliards de dirhams. Sont 1 milliard 700 millions de dirhams. Et la deuxième chose que je voulais dire, sur laquelle je voulais insister, parce qu'on a l'habitude toujours de taper sur le secteur, de le considérer comme parasitaire, comme ça pose beaucoup de problèmes, etc. Moi, je pense aussi qu'il faut voir l'autre côté positif du secteur informel qui joue un rôle social extrêmement important en termes d'emploi, en termes de revenus, etc. Excellent. Je ne vais pas m'attarder là-dessus trop. Parfait. Nous avons deux mains levées, professeur Allez-y. Nana. Oui. Allez-y. C'est vous le modérateur, donc je vous laisse animer. Allez-y, professeur. Allez-y. Alors, Nana, vous avez levé la main et ensuite Stéphane prendra la parole après vous. Vous pouvez activer votre juste son. avant de poser la question, est-ce que vous pouvez vous présenter votre nom, prénom et votre qualité? Excellent. D'accord. Bonsoir, monsieur. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, j'entends. Oui, okay. Bonsoir, professeur Ndiaye. Bonsoir, les chers professeurs qui nous ont présenté une communication très intéressante sur la question des politiques sociales. Et nous sommes très conscients qu'en Afrique, on ne sait pas si on a plus besoin d'État ou plus besoin de marché, mais telle que la présentation est faite, je pense qu'on a besoin de plus d'État, selon la conclusion du professeur. Et j'apprends beaucoup de choses aussi, ces choses. D'abord, je m'appelle Nana Firmin, je suis au Burkina Faso et chercheur en sciences politiques au Centre national de recherche scientifique et technologique du Burkina Faso. Voilà, donc je m'intéresse aussi aux questions de politique publique, principalement sur les questions des politiques de l'emploi et comment est-ce que l'État se comporte dans les stratégies d'élaboration des fabriques et des politiques de l'emploi au Burkina Faso et en Afrique en quelque sorte. Donc en écoutant la conférence du professeur, je suis revenu sur quelques éléments un peu interrogateurs. D'abord sur le plan de la méthode un peu et de la théorie, je me demande, lorsqu'il faisait les clarifications conceptuelles, je ne sais pas si je me suis un peu trompé, mais je n'ai pas vu d'éléments d'information sur ce que c'est qu'une politique sociale en quelque sorte. Et comment est-ce qu'il clarifie de façon conceptuelle la question de politique sociale? Qu'est-ce qui caractérise une politique sociale? On l'a pas vu. Il a défini l'état social, mais on n'a pas vu d'éléments d'explication sur ce que c'est que les politiques sociales en quelque sorte. Donc, on a besoin de savoir quelle est sa position conceptuelle sur le concept de politique sociale en quelque sorte. Oui. Ouais, et ça c'est ma première question. Allez-y. J'aimerais savoir si est-ce que l'état social au Maroc a toujours existé ou c'est à partir d'un certain moment donné que l'état social a existé du fait de certaines circonstances au Maroc. D'autant plus que je sais qu'aujourd'hui, sur le plan économique, le Maroc est plus sur des tendances un peu capitalistes et libérales. Oui. Et donc, j'aimerais savoir à partir de quand on a vraiment pensé qu'il faut un état social au Maroc en quelque sorte. Voilà. D'accord, merci. La dernière question, s'il vous plaît. Et selon vous, pourquoi faut-il des politiques sociales au Maroc? Est-ce que c'est la traduction d'un certain échec dans la gouvernance ou bien c'est vraiment une façon de gouverner en quelque sorte? Parce que les politiques sociales viennent pour combler souvent des vides qui ont été ratés, qui ont été vraiment mises à l'écart par les autres politiques. Je ne sais pas. Donc, je ne sais pas si les politiques sociales, c'était pour combler un échec de la gouvernance ou bien c'est vraiment la façon marocaine de gouverner à partir des politiques sociales en quelque sorte. Voilà, je vous remercie. Merci. À vous, monsieur le professeur. D'accord, je vous remercie pour ces questions pertinentes. Il y a plusieurs éléments de réponse à ce niveau. Donc, je vais commencer par
Première question, c'est quoi une politique? C'est quoi une politique sociale? Une politique sociale, tout simplement, comme je vous ai dit dans les débuts de mon intervention, viser l'ensemble des actions, des aides positives et des institutions mises en place par les pouvoirs publics, les acteurs étatiques, parfois même non étatiques, pour améliorer le bien-être social et réduire les inégalités et prévenir ou corriger même les situations vulnérables et de garantir pour chacun un accès aux droits fondamentaux, à savoir la santé, l'éducation, le logement, droit, protection sociale. Il ne faut pas oublier, puisque vous êtes un spécialiste en politique publique, la politique sociale, c'est une partie intégrante de la politique. Donc, l'État, au moment où on pense à la fois pour le secteur privé, certes, parce que vous avez évoqué la question. À quelle date, d'ailleurs, vous avez posé la question, quelle date de l'État social a vu le jour au Maroc? Je ne peux pas vous dire que le jour tel, on s'est réveillé, on a dit voilà, aujourd'hui, on va instaurer l'État social. Je vous ai dit qu'il y avait des pratiques qui sont ancrées dans la société, dans la culture marocaine, telles que, par exemple, Zakat, telles que loi, même avant même l'indépendance. Il y avait un caractère solide, qui avait un caractère social. Il s'agissait tout simplement de venir en aide à la population nécessiteuse, mais sans un cadre étatique, sans un projet, sans un cadre institutionnel. Donc il y avait des pratiques caritatives, tout simplement de la population en faveur de la population nécessiteuse. Vous avez posé aussi une question extrêmement importante. Pourquoi l'État social? Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que si on va donner la liberté, parce que si je vais revenir un petit peu à l'histoire, ici, le problème de l'histoire, c'est l'histoire du problème, comme il a dit Peter Hegel. Donc, ça veut dire la trajectoire, c'est pas du Maroc, mais ça veut dire la trajectoire à l'échelle internationale. Nous avons vécu des périodes de l'intervention, non-intervention de l'État. Intervention, non-intervention de l'État. Si je vais commencer à partir de 1929, la crise de 1929 était une crise de la non-intervention de l'État. Keynes s'est intervenu pour dire voilà, il faut creuser un fossé par la suite le remplir. Personne n'a compris de quoi qu'est-ce que vous êtes en train de badiner là-dessus. Pourquoi l'État il va creuser un fossé par la suite le remplir? Parce que tout simplement, il va créer de rouage économique, c'est de l'investissement public, on va créer de la consommation, de l'épargne investissement, qui dit investissement, création de l'emploi, et tout simplement, on va réaliser la croissance. Le problème du marché, c'est que nous avons des externalités, parfois des externalités positives, telles que, par exemple, cher professeur, vous connaissez certes, bien sûr, l'effet d'entraînement. Ça veut dire que lorsqu'on va investir, cela il va créer une boule comme un effet de neige et un investissement va créer un autre investissement. Mais parfois, bien sûr, le marché peut générer ce qu'on appelle des externalités négatives. Ces externalités, c'est la pauvreté, c'est la précarité, c'est tout simplement le manque de services publics, d'éducation, de santé. Donc, on ne va pas laisser ces gens à la nature, sachant que la nature, il est heureuse de vivre. Donc, l'État, il va venir en aide, il doit venir en aide à cette population. Parce que, tout simplement, lorsqu'on parle aujourd'hui, tout le monde de la doxa libérale, je disais, lorsque je parle de la doxa libérale, consiste tout simplement, c'est avec une logique de gain, une logique tout simplement de compétitivité, de concurrence. Mais il y a des gens qui ne sont pas compétitifs, il y a des gens qui n'ont pas les moyens pour investir, qui n'ont pas les moyens pour aller tout simplement, ça veut dire se procurer des besoins les plus nécessiteux. Donc l'État, en tant que garant de l'intérêt général, il doit intervenir. Il doit intervenir pour assurer tout simplement. Il ne faut pas oublier une chose aussi très importante, c'est le rôle de la redistribution de l'État. Vous avez évoqué la question de la politique publique. Dans le cadre de la politique publique, nous avons un mécanisme qui est la redistribution de la richesse. La redistribution de la richesse, c'est tout simplement l'État prend de cette main et il donne de l'autre main à la population nécessiteuse. Il prend de cette main auprès des riches, les entreprises, de l'initiative privée, et il donne de l'autre main à la population, bien sûr, nécessiteuse, pour tout simplement parler d'un état de droit.
C'est ça un état de droit. C'est quoi un état de droit? C'est un état qui se respecte, c'est un état tout simplement qui respecte le droit, ses droits et ses obligations, et le droit et les obligations des autres. Et parmi les droits et les obligations des autres, c'est tout simplement ce droit à l'accès à la santé, droit à l'accès à l'éducation, droit à l'accès tout simplement. Et je disais, durant cette période, cher professeur, on s'est trompé de l'ennemi. On s'est trompé de l'ennemi. L'ennemi, c'est pas l'État. L'ennemi, le vrai ennemi, c'est la pauvreté. Le vrai ennemi, c'est la famille. Le vrai ennemi, c'est la précarité. Donc aujourd'hui, seulement hier, on a voulu tout simplement, ça veut dire relever toutes les prérogatives de l'État. L'État ne doit pas intervenir, laisser la main, ça veut dire la main invisible ça veut dire du marché. Le marché doit faire son jeu, moins d'État, plus d'économie, moins d'État, plus de marché. Donc, mais la réalité des choses, d'une façon factuelle, au détour d'une crise, parce que la crise, c'est quoi dans la logique même économique? La crise, c'est un moment de rupture, c'est un moment de réflexion. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc, au détour d'une crise, tout le monde s'est retourné vers l'État. Où est l'État? Donc, moi, je disais que nous attend Dieu. Qui nous attend Dieu? C'est ça la réalité. Ça veut dire de condamner cet État, de dire, voilà, on a dessaisi l'État. Donc, c'est ça la question. C'est ça les vraies questions qu'on doit poser. Pourquoi l'État social? Parce que, tout simplement, aujourd'hui, on a besoin d'un service public. On a besoin, tout simplement, d'un État fort. On a besoin d'un État interventionniste. On a besoin d'un État capable de venir en aide à la population nécessiteuse et tout simplement, on a besoin d'un État protecteur. Et ça, c'est très important. Merci. Même aujourd'hui, la dernière idée, cher professeur, aujourd'hui, nous assistons à cette politique protectionniste de Trump pour une raison très simple. Parce qu'il souhaite garantir, d'une part, préserver son économie, d'aider ce qu'on appelle les industries naissantes au sein des États-Unis et de lutter contre la pauvreté et de lutter contre cette perte d'emploi, tout simplement, et ce rattrapage technologique effectué par les autres pays. Donc, on ne peut pas courir plus que les autres. On ne peut pas être libéraux plus que les libéraux. C'est ça la question. Donc, dans les pays africains, on doit repenser notre souveraineté intellectuelle et par la suite notre souveraineté d'agir. Et ça, c'est très important. C'est très important. Merci, cher professeur. Merci, professeur. Alors, une autre question, s'il vous plaît. Oui, il y a Stéphane qui a la main levée. Stéphane, vous avez la parole. D'accord. Je vous remercie d'abord pour votre présence et aussi je remercie particulièrement le conférencier. Je suis Stéphane Kwame, étudiant en Master 2 en égyptologie à l'université Alassane Ouattara de Côte d'Ivoire, notamment passionné également par les faits sociaux en Afrique. Moi, j'ai deux questions adressées au conférencier. La première est de savoir si nous devons faire une remontée historique dans l'histoire du Maroc jusqu'aux années 1956. Est-ce qu'à un moment de l'histoire, on peut parler de l'âge d'or des politiques sociales? Ça, c'est la première préoccupation. Maintenant, la seconde est de savoir, est-ce que vous pensez que la politique sociale marocaine diffère de celle présente dans certains pays en Afrique de l'Ouest? Oui, merci. Allez-y, professeur. Oui, donc, merci. Donc, rapidement, l'âge d'or, ce que nous vivons actuellement, parce qu'à partir de 2020, il y avait un projet de société qu'on qualifie d'âge d'or, parce que tout simplement, comme je vous ai évoqué dans mon intervention, je vous ai dit qu'il n'y avait pas un projet de société. Il n'y avait pas un projet de société durant la période pré-protectorale et même dans la période protectorale. Pré-protectorale pour les raisons que j'ai évoquées, parce que tout simplement, il y avait des pratiques caritatives qui se basent sur des initiatives personnelles. Il n'y avait pas la présence d'un État. Et deuxièmement, dans la période protectorale, parce que tout simplement l'État, l'État français
a voulu bien sûr instaurer un État social pour les colons, davantage orienté vers les colons, parce qu'on ne peut pas convaincre un investisseur français qui va venir investir au Maroc en disant au jour au lendemain, si vous allez tomber malade, vous n'allez pas trouver, ça veut dire, ni hôpital, ni école, ni rien du tout. Donc on doit garantir un minimum et avec un régime. Donc c'était tout simplement, ça veut dire, c'était un régime inégalitaire et qui ne se base pas sur les droits fondamentaux de tous les citoyens. Ce que nous vivons actuellement, et surtout, il faut garder cette année en tête, c'est l'année 2000, après le discours de Sa Majesté le Roi, et c'est la raison pour laquelle je disais que la particularité de ce chantier marocain, c'est que c'est un chantier de reine, de monarque. Et lorsque nous sommes devant un chantier de monarque, c'est un chantier qui transcende, ça veut dire les gouvernements. Ça veut dire soit un gouvernement il va venir, soit il va partir, soit il va rester. Ils sont dans l'obligation, ça veut dire tous les gouvernements ils sont dans l'obligation de suivre les grandes orientations de Sa Majesté le Roi. Ça veut dire que c'est un projet qui transcende tout simplement le pouvoir exécutif, et c'est l'année 2020, bien sûr, qui est considérée au Maroc comme l'âge d'or ça veut dire de l'implémentation de l'État social et dans l'édification. Il y a beaucoup de travaux, certes, il y a beaucoup de travaux à faire. Il y a un problème de financement, il y a un problème de question de financement de durabilité, il y a la question de la qualité des prestations fournies, mais je pense, moi je disais je pense, parce qu'en tant que professeur, nous on ne critique pas, on fait de la critique et de la critique constructive. Je pense pour la première fois au Maroc, nous sommes dans la bonne voie. Nous sommes dans la bonne voie à travers ce projet qui est très très important, avec bien sûr des retombées, certes positives sur la population et sur nos concitoyens. Merci. Juste si vous permettez 2 ou 3 mots sur ce qui vient d'être discuté, je pense que le problème, en fait, on va parler d'âge d'or de la politique sociale marocaine, etc. Moi, je pense que le problème de la politique sociale marocaine, c'est un problème d'indicateur de développement humain. Après le programme d'ajustement structurel, c'est surtout un problème d'indicateur humain, et que le Maroc a été et toujours relativement mal classé sur le plan donc, de l'ensemble des indicateurs humains qui sont publiés par les organismes internationaux comme le PNUD ou l'Organisation mondiale de la santé, plus le problème de ce qui s'est passé au niveau après le Covid-19, tout ce qui s'est passé par la suite. Donc ce sont des véritables chocs qui ont en fait entraîné l'émergence de cet état social, de ce qu'on parle depuis 2 ou 3 ans. Je pense que c'est depuis 2 ou 3 ans au Maroc qu'on parle véritablement de l'état social. Et donc on essaie en fait de rattraper le temps perdu, de rattraper et de corriger un peu les déficits humains et sociaux qui ont été au Maroc depuis plusieurs décennies, pratiquement depuis 1956. Et je rappelle simplement là aussi en tant qu'économiste que l'idée essentielle qui a été toujours soutenue au Maroc, c'était par les différents gouvernements depuis 1956 jusqu'à pratiquement le Covid-19, c'était que le progrès économique entraîne le progrès social. Or, c'est faux. Le progrès social n'est pas automatiquement entraîné par le progrès économique. Et pendant certaines périodes fastes où la croissance économique au Maroc a été très forte, il n'y avait pas, au contraire, il n'y avait pas de progrès social, il n'y avait pas d'amélioration d'indicateurs humains et sociaux au Maroc. Merci. Merci beaucoup, professeur, pour cette intervention. On va prendre... oui, vous vouliez répondre à cela? Oui. Oui, certes, oui. Merci, professeur, pour cette précision. Je vous remercie. Oui, vous avez raison d'évoquer la question de l'indice de développement humain, qui a été aussi un facteur parmi les facteurs de l'instauration de l'État social au Maroc. Et ce que vous avez évoqué aussi, c'est très intéressant, juste pour répondre à une question qui a été évoquée, par rapport au marché. Est-ce qu'on doit donner plus
au marché ou bien plus à l'État. Sur la base de cette théorie de ruissellement, c'est-à-dire la théorie de ruissellement, lorsque nous avons une économie forte et productive et génératrice tout simplement ça veut dire de la richesse, cela il va se ruisseler sur la population nécessiteuse. La chose qui n'a pas été, malheureusement, la chose qui n'a pas été faite. Et bien sûr, les conséquences, ils sont désastreuses. Donc, cette fameuse théorie de ruissellement n'a pas marché. Donc, aussi, pour légitimer encore une fois, tout simplement, cette nécessité, si j'ose dire, cette nécessité de l'intervention de l'État, de l'instauration d'un État social au Maroc et en Afrique et partout dans le monde. Oui, vous avez la parole, cher professeur. Oui, merci beaucoup, professeur Berada. Je vais vous donner les 2 dernières questions. Je m'excuse auprès donc, des participants qui ont levé la main. Malheureusement, le temps est un peu contraint. Donc, voilà, on a 2 questions dans le chat de Mamadou Abdoulaye Diallo. Je vais vous les donner très rapidement. Donc, vraiment une réponse très brève à ça. Est-ce que la trajectoire marocaine diffère... Attendez, est-ce que la trajectoire marocaine diffère donc des trajectoires des autres pays africains? Donc ça, c'est sa première question. Et la seconde, comment les disparités entre les zones urbaines et rurales, donc la suite, voilà. Donc voilà, comment les zones urbaines, cette disparité-là, comment est-ce qu'elle est, elle est prise en charge par l'État marocain? C'est les 2 questions, donc très résumé très rapidement. Est-ce que vous avez des questions? Ensuite, on va passer à la synthèse de votre présentation. Donc, la trajectoire, est-ce qu'elle est différente? Est-ce qu'il y a une disparité entre les zones urbaines et rurales au Maroc? Certes, bien sûr, on ne peut pas, moi je disais toujours, même comme les étudiants, on ne peut pas transposer une expérience française à une réalité marocaine. Comme on ne peut pas exposer aussi une expérience marocaine à une réalité africaine, soit sénégalaise. Donc, c'est pour cette raison on doit avoir le courage, premièrement, de faire un diagnostic, c'est très important, un état de lieu, un diagnostic sur, ça veut dire, ça veut dire les ressources que nous avons, sur une évaluation objective, c'est-à-dire notre état social, qu'en est-il, c'est très important. Et en même temps, de voir quelles sont les opportunités qui se présentent, quelles sont, par exemple, les défaillances que nous devons surmonter, ainsi de suite. Par exemple, si je prends le cas du Maroc, et pour répondre d'une façon simple, comme il a dit, basalement simpliste, ça veut dire, par exemple, à la question des disparités. Nous avons des disparités qui existent d'ailleurs partout dans le monde. Mais en Afrique, nous avons vraiment des disparités entre le rural et l'urbain. Par exemple, vous avez évoqué même la question de la femme, je vais revenir à cette question. Par exemple, par rapport aux disparités urbain-rural, la politique de l'État marocain, ça veut dire ils ont, comme j'ai évoqué d'ailleurs, ils ont donné aux collectivités territoriales la capacité et les moyens pour chaque niveau. Par exemple, si je prends la région, parce qu'au Maroc, il y avait trois échelles. Il y a les régions qui ont une vocation, économique. Il y a les préfectures et les provinces qui travaillent dans les zones urbaines et périurbaines. Et il y a les communes. Par exemple, les préfectures, ils travaillent davantage sur les programmes par structure, sur par exemple les routes, par exemple sur les routes, les infrastructures, une politique davantage de proximité. Les communes aussi. Les communes, ils ont tout simplement cette vocation, par exemple, de répondre aux besoins urgents. Donc, on voit clairement c'est que cette décentralisation, parce que c'est parmi les mécanismes, tout simplement, d'un État social, ça veut dire qu'on ne peut pas tout gérer. Ça veut, comme il a dit, c'est-à-dire le roi de France, il a dit que je peux gouverner de loin, mais jamais administrer.
Donc l'administration, c'est toujours quelque chose de près. Et c'est la raison pour laquelle je pense qu'aujourd'hui, à travers tout simplement des politiques, ça veut dire l'État doit afficher dans un premier temps les grandes orientations pour l'instauration d'un État social. Voilà les points sur lesquels on va travailler. Et par la suite, c'est à l'exécutif, c'est tout simplement au service déconcentré, au service décentralisé à travers les collectivités territoriales, chacun bien sûr dans sa position, ils doivent participer dans la réalisation de ce projet. Donc pour le cas du Maroc, comme je viens de vous dire, nous avons 3 niveaux qui travaillent sur 3 besoins différents, la question économique pour les régions, des questions tout simplement d'infrastructure pour les provinces et préfectures, et pour les communes, tout simplement, c'est pour les besoins, ça veut dire les questions les plus proches, on dit même pour la commune. La commune, c'est un ami de citoyen. Donc, on voit clairement, c'est que cette déclinaison, il permet tout simplement pour ne pas dire supprimer les disparités. C'est difficile de les supprimer, c'est impossible, mais tout simplement, bien sûr, de réduire les inégalités entre, bien sûr, les différentes couches sociales. Ça, c'est un point. Le deuxième point, c'est que si je vais revenir aussi à l'histoire du Maroc, le Maroc, avant 2020, ça veut dire avant 2020, nous avons 100 programmes d'aide dédiés à la population, mais avec des objectifs totalement éparpillés. Il y a plus que 100. Et d'ailleurs, le professeur, il connaît très bien ça. Il y avait Awrash, il y avait Tissir, il y avait 100 cartables, 1 million de cartables, 100 programmes, avec une enveloppe budgétaire de 9 milliards, tu diras. Mais avec d'après les études qui ont été faites, l'évaluation, pour ne pas dire zéro impact, mais avec un impact très minime. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une rupture avec ces différents programmes qui sont éparpillés. Et même l'approche, elle n'a pas été... moi, sincèrement, je critique cette approche parce que qu'est-ce qu'on doit faire pour tout simplement passer à une autre, ça veut dire à une autre politique, à un autre volet, on a besoin d'une évaluation. On doit évaluer, bien sûr, le mécanisme existant. Mais le Maroc, ce qu'il a fait, voilà, donc au jour au lendemain, qu'est-ce qu'on va faire? On va passer à une autre étape. Certes, c'est un projet très important, c'est un projet qui nécessite une enveloppe budgétaire. Aujourd'hui, on est arrivé à 30 milliards de dirhams. À 30 milliards de dirhams. C'est-à-dire c'est colossal, hein, c'est très important pour les moyens pour le budget de l'État. Mais tout simplement, je pense que nous sommes, comme je vous ai dit, nous sommes dans la bonne voie parce que tout simplement, il y a une vision, une feuille de route qui est claire. Donc, pour conclure, en guise de conclusion, oui, donc je disais que tout simplement, c'est que le mérite principal de cette question de l'État social, premièrement, et d'ailleurs cette conférence, il témoigne parfaitement ça veut dire de cette conscience dans laquelle nous vivons, que nous devons davantage, bien sûr, faire véhiculer auprès de nos pays, parce que nous, en tant que professeurs, nous sommes des ambassadeurs. Vous êtes des ambassadrices aussi. Donc, on doit dire à nos étudiants, mais d'une façon bien sûr objective, avec bien sûr un sens de critique, avec tout simplement une approche, ça veut dire, comparative entre les différents modèles existants, et de dire que voilà, l'État, il doit exister. L'État doit, ça veut dire on doit avoir un État fort. C'est pas seulement sur le plan militaire, l'État fort, ça veut dire sur le plan santé, sur le plan éducation. On doit avoir tout simplement un État qui va venir en aide tout simplement à la population nécessiteuse. On a besoin d'un État qui doit répondre aux besoins de plus en plus, bien sûr, ça veut dire pressant de la population. Et il ne faut pas oublier en Afrique qu'aujourd'hui, notre pyramide, c'est très important, la pyramide de l'âge commence à se renverser.
on a dépassé cette fenêtre, ce qu'on appelle la fenêtre d'opportunité, où il y avait la base de la pyramide, que les jeunes. Demain, après-demain, on va arriver ça veut dire à la société européenne. Et on a besoin, tout simplement, aussi ça veut dire des services publics capables, bien sûr, de répondre à ces besoins. Donc, il ne faut pas voir tout simplement, bien sûr, vous donner. On ne doit pas non plus, bien sûr, si j'ose dire, parce que nous ne devons pas nous y tromper. Cette réalité, ça veut dire libérale, ça veut dire plus de marché, moins d'État, etc. La réalité nous a révélé ça veut dire nous a révélé cette nécessité de l'intervention de l'État et cette nécessité tout simplement c'est-à-dire de redonner à l'État la place qu'il devait avoir. Parfait. Merci. Sur ce, je vous remercie. Merci, cher professeur, pour cet exposé, aussi pour cet échange extrêmement enrichissant. Merci, cher professeur. Merci. Je donne la parole à madame de suite, c'est ça? Merci beaucoup à professeur Berada donc, pour cette excellente présentation. Merci beaucoup au professeur Bousseta pour l'animation tout aussi excellente. Donc, on est arrivé à la fin de cette belle conférence qui nous a permis de revisiter avec vigueur et clarté l'histoire des politiques sociales au Maroc, et ce depuis leur genèse jusqu'aux dynamiques actuelles de réforme. À travers donc une analyse, cette analyse-là qui nous a été proposée par Dr Ferrada, nous avons pu noter plusieurs éléments clés. D'abord, une lecture historique ancrée dans les contextes politiques et économiques successifs qui ont montré comment les politiques sociales ont été tantôt instrumentalisées, tantôt marginalisées selon les périodes. Ensuite, une mise en lumière des tensions persistantes entre assistance ciblée et aspiration à l'universalité, notamment dans les programmes comme le RAMED ou encore le chantier de la protection sociale généralisée, qu'il qualifie de chantier de règne. En fait, une réflexion plus large sur la nécessité d'une cohérence institutionnelle, d'un pilotage stratégique clair et d'une approche fondée sur les droits pour que les politiques sociales puissent réellement contribuer à la réduction des inégalités et à la justice sociale. Donc pour tout ceci, nous vous remercions chaleureusement, professeur Berada, pour cette intervention stimulante. Et donc au nom des collaboratrices et des collaborateurs du GAS PSTA, nous vous remercions vraiment très sincèrement pour cette excellente contribution. Nous souhaitons donc poursuivre ensemble la réflexion pour penser des politiques sociales qui soient à la fois ancrées, inclusives et ça va venir et transformatrices. Je remercie également tous les participants et les participantes donc, pour leur contribution active. Nous espérons vous retrouver très prochainement pour une nouvelle conférence de ce cycle. Encore merci beaucoup et à très bientôt. Merci à vous. Merci, cher professeur. Et au revoir. Merci à vous. Au revoir. Au plaisir. Très bientôt. Merci. Et bonnes vacances, surtout bonnes vacances. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Terminez les vacances.